Alors, Jean-Claude Bois, j'ai 81 ans, bientôt, et en 1974, j'étais adjoint au maire de Lens, André Delolis, conseiller général et député suppléant d'André Delolis. Malheureusement, c'est une période qui est restée gravée dans nos mémoires et nos cœurs. C'était la période où on était en mi-chemin entre les fêtes du Nouvel An et, disons, de Noël, et l'ambiance générale était à la fête. Il faisait un temps exécrable dehors, la ville était illuminée, il y avait des décorations, et bien sûr, tout à coup, nous avons été alertés par cette explosion qui s'était produite au fond de la mine. Et j'étais chez moi le vendredi 27 décembre 1974, et c'est mon frère, ingénieur géologue aux mines, qui habitait à Saint-Nazaire, qui à 7h30 m'avait prévenu de cette explosion qui s'était produite au fond de la fosse 3 de Liévin, qu'on appelle fosse 3 de Lens aussi, et qu'il y avait de nombreuses victimes. Puis vers 8h30, André Delolis, à son tour, m'a téléphoné pour me dire qu'il y avait un grave accident à la fosse 3 de Liévin. Donc voilà, je suis donc parti vers 9h, vers le carreau de la fosse, mais bien sûr, ce carreau de fosse était interdit, mais malheureusement, tout autour, il y avait de nombreuses familles dans l'angoisse qui attendaient des nouvelles, et je voyais des va-et-vient de voitures de secouristes, et nous comprenions tout de suite qu'il y avait de nombreuses victimes. On ne savait pas le nombre exact, mais on nous parlait de transfert vers l'hôpital de Lens, vers l'hôpital de Lille, ce qui laissait supposer que c'était beaucoup plus grave qu'on pouvait le prévoir. Et naturellement, nous avons appris ensuite que la police était présente, que le juge Pascal était arrivé, qui était reparti à l'hôpital de Lens, et que plusieurs personnes de la direction des mines étaient convoquées. Donc, nous avons vu l'angoisse des personnes qui attendaient, mais comme nous n'avions pas de nouvelles précises, je suis reparti en mairie de Lens, dans le cabinet d'André Delolis, où nous avons suivi naturellement le développement des nouvelles qui nous parvenaient comme ça presque toutes les minutes, des nouvelles qui étaient parfois, disons, parfois très exagérées, puis à d'autres moments on essayait de minimiser, on était vraiment dans la grande angoisse, quoi. Oui, je connaissais quelques familles puisque nous avions l'occasion de nous rencontrer dans les fêtes de quartier, surtout au 11 et au 14. Et je connaissais en particulier la famille de Daniel Rabet, qui était, je crois, Daniel Rabet, il était du 11, Georges Voirin, qui était lui de la rue Léon Blum, Joseph Zileski, je me souviens, de la cité du 14, Gilbert Fasson, qui était de la rue Bretagne aussi, de la cité 11, et nous en parlions il y a un instant, M. Lermite qui était d'Avion, je crois, et qui était un sondeur, qui avait 3 jeunes enfants, et lui aussi avait disparu, donc, et nous pourrions citer encore bien d'autres noms. Ce sont ces noms-là qui me reviennent. Mais nous avions compris tout de suite que ça allait être malheureusement un très grand drame. Oui, bien sûr, en tant qu'élu, j'ai assisté devant la mairie de Liévin à la cérémonie disons, des funérailles. C'était à la fois impressionnant, très naturellement émouvant, très émouvant. Nous avons
salué tous les cercueils qui étaient là, les 42 cercueils. Et puis bon, toutes les familles étaient présentes, il y avait foule, tous les gens des quartiers des environs étaient remontés, il y avait un monde. Jusqu'à l'arrivée naturellement de M. Chirac, le Premier ministre, qui était accompagné de quelques ministres, dont un ministre originaire du Nord, M. Ségard, d'autres ministres, M. Durafour, M. Dornano, et bien sûr, ce fut un long moment de recueillement devant les cercueils, et puis ce furent ensuite les discours. Tout d'abord, je crois que l'évêque, Monseigneur Huyghe, a d'abord fait la messe devant une foule qui était absolument recueillie, quelles que soient les opinions religieuses. Et puis ensuite, il y a eu le discours du représentant syndical. Je crois bien que c'était M. François Serjac, oui, qui, au nom des syndicats, je crois que lui était délégué CFDT, mais au nom des syndicats, a prononcé en quelque sorte l'homélie et le discours d'adieu à ses camarades. C'était à la fois extrêmement émouvant et nous étions tous là dans véritablement une sorte d'incompréhension de ce qui avait pu se passer au fond de la mine. Mais dans les mois qui ont suivi, vraiment, il y a eu un grand mouvement d'entraide qui s'est créé à l'initiative des syndicats et à l'initiative aussi des personnels de la mine. Donc il y a eu des contributions directes et indirectes qui ont été faites par l'intermédiaire naturellement du bureau d'aide sociale. Bien sûr, je ne peux pas vous en donner exactement les chiffres, mais je sais qu'il y avait des familles qui étaient dans le besoin. Et les familles, il y avait beaucoup d'enfants. Il fallait aider les enfants aussi à pouvoir poursuivre leurs études, les études qui étaient engagées. Il faut savoir que travailler au fond de la mine, surtout à cette période-là, les mineurs travaillaient d'ardard pour avoir des primes, pour avoir un peu plus d'argent pour les fêtes. C'était très très dur, très très dur. Et par conséquent, d'une manière directe ou indirecte, la ville de Lens, comme les autres villes concernées par leurs habitants touchés, je pense à la ville de Lévin, la ville de Grenoble également, ont aidé les familles pour que les enfants puissent naturellement ne pas trop souffrir de cette situation. Oui, en 1974, on parlait déjà de la récession des mines. Il faut savoir que vers les années 1955, 52, 55, est né le grand puits de mine du 19 de Los Angeles. C'est un événement important parce que déjà ce puits de mine, il avait pour vocation de ramener les charbons extraits dans les autres fosses, au 9 de Lens par exemple, au 7 bis, et peu à peu ces fosses-là fermaient parce que le charbon était ramené vers Los Angeles. À Los Angeles, on exploitait encore le charbon. Los Angeles fermera en 1986, c'est-à-dire 12 ans après la catastrophe. Et les derniers charbons exploités dans la zone du bassin nord Pas-de-Calais l'ont été à Rose-Véranda, à l'Escarpelle, en 1990. Donc le charbon déjà était une extraction qui peu à peu s'éteignait, allait disons, allait s'éteindre. Il faut savoir que déjà, dans les années 65, avec l'apparition de la Française de mécanique, on avait pensé à l'avenir du bassin minier parce qu'on savait que le charbon n'était pas éternel et qu'un jour ou l'autre, même s'il y avait encore du charbon, ces conditions
d'exploitation serait devenu impossible. Mais disons que la catastrophe de 1974 a certainement précipité la récession minière. Les houillères ont commencé à réfléchir, les conditions d'exploitation du charbon étaient de plus en plus difficiles. Là, on était à 7 ou 800 mètres, je crois. On passait 800 mètres. 800 mètres. Donc plus on descendait, et plus naturellement les dangers étaient à craindre. Déjà depuis longtemps, on avait fermé du côté d'Auchel et de Bruay parce qu'on descendait à 1200 mètres de profondeur, avec tout ce que cela comportait comme danger, le grisou, les inondations, des éboulements de plus en plus fréquents. Donc je crois que finalement cette catastrophe, elle aura un peu précipité, d'autant plus qu'à l'époque il y avait la concurrence des charbons polonais et même des charbons allemands, et que tout ceci posait le problème du coût du charbon, qu'on le veuille ou non. Oui, donc André Verret, j'habitais à l'époque à Reims, parce que j'avais quitté depuis quelques années déjà Grenay, pour des raisons purement familiales, et j'avais donc 23 ans. Donc voilà un peu ma carrière, c'est-à-dire qu'en réalité j'avais quitté un peu le régime minier pour partir dans l'agriculture, si j'ose dire, par le biais de mon organisme de protection sociale. Et voilà, donc j'avais vraiment quitté cette région. Oui, mon père avait repris son activité à la mine en 1964. Auparavant, il travaillait pour une entreprise de travaux publics. Et le fait qu'il soit retourné à la mine est un peu pour moi, si j'ose dire, dans le sens où j'avais eu une enfance où j'étais régulièrement malade. Et le médecin devait venir pratiquement 2 fois par jour, ce qui faisait des dépenses énormes parce qu'il n'y avait pas de mutuelle, il n'y avait que la sécurité sociale. Et donc au bout de quelques mois et quelques années, il a fallu qu'il tranche. Il est reparti à la mine parce qu'il y avait le médecin gratuit, il y avait le logement aussi, mais surtout le médecin. Ce qui a permis à ce que je puisse encore être là aujourd'hui pratiquement. Donc c'est une chose que je ne peux pas oublier. J'habitais Grenay, donc près de la fosse 5, C'est ça. qui donc avait fermé peu de temps avant la catastrophe de Saint-Amé, je crois 2 ou 3 ans avant, quoi. Mais mon père avait travaillé donc à 50 mètres de son habitation à la fosse 5. Et quand elle fermait, forcément il est parti là, à Saint-Amé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc depuis 2 ans, je crois, 2 ans à peu près, c'était à peu près cette période-là. Alors un simple coup de fil de ma mère, qui elle-même avait reçu une information, il était 10h30 du matin, donc moi je travaillais, j'étais donc sur Arras, et le message était le suivant: votre mari a été blessé à la mine, il est actuellement à l'hôpital, au centre hospitalier de Lens. C'est tout. C'était la seule information qui était là. Donc, aussitôt, j'ai pris ma voiture à l'époque, je suis allé chercher ma mère et nous sommes partis à l'hôpital de Lens. Et la surprise a été que je n'avais pas reconnu dans les premières secondes mon père. Tout simplement parce qu'avec la déflagration qu'il y avait eu par rapport à cette explosion, son visage était déformé, il était soufflé, il était gonflé. Et c'était pas évident, et en plus il était piqué de poussière de charbon, donc la brûlure un peu, et puis donc piqué, et il avait également toutes ses mains à la fois palmées et piquées. Donc j'avais un père à visage noir, je vais dire, et puis complètement déformé, et il m'a fallu quelques secondes pour bien réaliser que c'était lui. Alors comment ça s'est passé? Il a eu
j'estime, de très bons soins au centre hospitalier de Lens, qui lui-même avait fait venir des professeurs spécialisés dans les grands brûlés de Lyon pour faire un diagnostic. Il a donc fallu attendre 4 ou 5 jours parce qu'ils avaient une inquiétude, ces professeurs, c'était de savoir si l'intérieur n'avait pas été touché par une brûlure. Hein. Et les moyens techniques de l'époque ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui, donc il a fallu attendre 4-5 jours pour savoir si mon père pouvait effectivement survivre. Tout ça, ça s'est bien passé, Dieu merci. Et puis donc après, c'était pendant des semaines et des semaines, tous les mercredis, au bloc opératoire, sous anesthésie générale, pour aller lui râper la peau, pour retirer toutes les particules de poussière qui étaient imprégnées dans sa peau, donc aussi bien sur le visage que sur les mains. Donc ça s'est passé sur plusieurs mois, hein. C'était quand même assez dur quand même de savoir que notre père était toujours au bloc tous les mercredis sous anesthésie générale, quoi, hein. Donc c'était des périodes très difficiles. Ensuite, quand c'était mieux, bon, il a pu avoir quelques permissions, comme on appelait. Il pouvait revenir à la maison le samedi, le dimanche, hein, et puis réintégrer l'hôpital, jusqu'au moment où il a été transféré au centre de rééducation de Wany. Là également, pendant quelques mois, ça lui a permis de reprendre un peu goût à la vie, si j'ose dire, et puis d'avoir un travail manuel, hein. Bon, il faisait, je me souviens, d'une petite brouette en bois, de petites étagères, enfin on les occupait, et ça leur permettait aussi, pour lui, tout au moins, de lui faire travailler les mains. Mais ce qui a été le plus choquant par rapport à mon père, c'est de tout simplement, pendant des années, je vais dire, il vivait encore cet instant-là, il avait des cauchemars la nuit, d'accord? Même s'il n'en parlait pas énormément, il voulait trop en parler, ou alors s'il en parlait, c'était surtout avec ses amis, ses copains, qui étaient également rescapés. Mais en famille, il était un peu discret. Et ce qui l'a sauvé, je pense, c'est qu'il a toujours eu un bon moral. Il a toujours aimé les blagues, les plaisanteries, et même dans les moments les plus difficiles, et ben, vis-à-vis des infirmières, à son chevet, il arrivait encore à faire rire les infirmières quand même. C'était unique chez lui, c'était toujours une petite blague, un petit mot, et puis voilà, c'était le moral qu'il a bien sauvé quand même. Mais il a eu des mois et des années de souffrance morale, quoi. Il faut bien savoir. 46 ans. Les Houillères avaient pensé le reconvertir, quoi, le faire retravailler, non pas à la mine. On ne lui a jamais proposé de retravailler à la mine. De toute façon, je crois qu'il aurait refusé. Donc on l'avait mis dans un établissement comme en gros veilleur de nuit, gardien d'une petite usine, mais ça a duré 3-4 jours, ça ne lui a pas plu, et donc là il a décidé, comme un accord avec les Houillères, de mettre fin au travail. Alors mon père, il a eu donc une partie quand il était très jeune, comme il était issu de Montigny-en-Gohelle, et ses parents, père et mère, avaient été mineurs. Et puis à l'époque, il a commencé à travailler très jeune, hein, certainement à l'âge de 14 ans. Il a travaillé pendant peut-être une dizaine d'années. Et puis ensuite, il a voulu prendre l'air, si j'ose dire, et puis il est parti dans les travaux publics. L'entreprise Beunier, qui avait pignon sur rue à Arras à l'époque, hein, qui était quand même une grosse entreprise, jusqu'au jour où il a décidé, je me répète peut-être, de repartir à la mine pour moi. Donc il est reparti de 64 à 74. Oui, bon, il avait, je pense, tout au moins M. Godard, M. Hanon, enfin, tout au moins M. Hanon surtout. Je sais qui. M. Godard, il le connaissait avant, et malheureusement, M. Godard est décédé dans cet accident. Mais M. Hanon, qui était son copain de chambre, qui était son copain de chambre, hein, ils étaient en chambre stérile tous les deux.
Et ben, forcément, il y a encore eu des liens d'amitié encore plus forts qui se sont créés. Ils ont toujours gardé, jusqu'au décès de M. Anon, qui est décédé avant mon père, ils ont toujours gardé de très 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 bonnes relations, comme d'autres personnes rescapées. Alors, il y a eu 5 blessés. Je crois qu'il faut que les choses soient claires. 5 blessés physiquement, d'accord? Et à ces 5 est arrivé ensuite 3 personnes reconnues comme étant rescapées, parce qu'il y a eu, l'histoire est assez difficile à dire, il y a eu des faits qu'il y a un monsieur par exemple qui a remonté des blessés qui étaient là, et lui s'en est sorti, mais il n'a pas eu de blessure. Et donc il a quand même été considéré comme rescapé. Je pense à M. Ranieri, qui lui a fallu quelques années pour que les houillères le reconnaissent également rescapé, parce qu'il y en a certains qui ont eu peur, ils sont remontés, ils sont repartis chez eux, ils n'ont rien dit. D'accord ? Ça s'est passé comme ça, donc ils n'ont pas été blessés physiquement, mais ensuite ils ont eu quand même un traumatisme psychologique très 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 important. Officiellement, il y avait 4 blessés, quoi. Mais en fait, il y en avait peut-être une vingtaine. C'est ça. Et donc officiellement, il y avait 5 réellement blessés qui ont été hospitalisés. Hein. Et puis il y a eu 3 qui, pour des raisons de peur, on ne sait pas, sont repartis chez eux, ils n'ont rien dit. Et puis c'est seulement après, voilà. Donc officiellement, il y a la reconnaissance de 8 rescapés. Alors la commémoration pour ces 40 ans a une double valeur. Se souvenir de nos parents, se souvenir de tous est disparu d'une façon très précoce pour beaucoup, hein. Bon, il faut savoir. Et puis le fait que 2 jours après Noël, imaginez-vous, on avait fait la fête comme dans toutes les familles. Les mineurs aimaient rire, aimaient la fête. Et donc avec les enfants, hein, tout se passait bien. Et 2 jours après, le papa est disparu ou le mari est disparu. Donc je crois que c'est toujours un moment très, très intense par rapport à ça. Puis on n'a pas le droit d'oublier nos parents, donc il faut quand même se souvenir de ce qu'ils ont fait pour nous. S'ils n'avaient pas été là à un moment donné, nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui. Je crois que sur le plan économique de la région et autres, c'était énorme. Monsieur Bois disait tout à l'heure, il travaillait très dur pour gagner de l'argent, pour gagner plus, parce qu'à la fin, c'était du rendement. C'était pour celui qui allait travailler davantage, pour avoir un peu plus d'argent, pour permettre à ses enfants de mieux vivre. Et ça, c'est important. Et puis, on veut également transmettre nos connaissances, notre savoir, cette situation aux générations futures. Je crois qu'il ne faut pas que cette catastrophe soit dans 10 ans où plus personne n'en parle. On veut que cela perdure, que tous nos jeunes, et on a fréquenté depuis quelques semaines dans les écoles de Liévin, hein, on s'est obligé, et on a surtout voulu que ces enfants, par rapport à des mots-clés, des mots simples, hein, sachent ce qu'il s'est passé, sachent comment on vivait aussi à l'époque. Hein. Il fallait savoir comment on a vécu. Le mineur n'était pas non plus quelqu'un qui était triste. Le mineur aimait bien s'amuser, aimait bien rire. Et puis on vivait dans un autre contexte. On a essayé de leur expliquer également le jour de cette catastrophe, du 26 décembre, en employant des mots simples également, en disant, il y a toujours une chose qui surprend, c'est qu'à l'époque, les adultes ne souhaitaient pas trop parler de la mort aux enfants. C'était encore quelque chose que, je ne sais pas pourquoi, mais bon, les parents n'aimaient pas parler de la mort. Et en 1974, on n'avait pas de cellules psychologiques qui se mettaient en place telles qu'on peut le connaître aujourd'hui quand il y a une grande catastrophe. Donc imaginez-vous que ce soit les parents qui mettent en avant le décès du papa. C'est pas simple. Je crois qu'il y a dû y avoir quelques soucis au niveau des parents et des enfants, hein, parce que savoir 2 jours après. Et puis on a essayé également, à travers ces explications, de leur parler un peu de la projection sur l'avenir, enfin l'après 74,
avec des comparaisons toutes simples, hein, chose toute bête, avec la vie moderne d'aujourd'hui. Je vais vous prendre par exemple la toupie, qui était un jeu classique chez les enfants du mineur avant 74, et la comparer avec la toupie d'aujourd'hui, qui n'a plus rien à voir, quoi, vous voyez. Donc on essaie que ce soit à la fois ludique, mais et je crois qu'on a perçu avec mon ami Christian qui est là à côté, on a perçu l'un et l'autre que ces enfants étaient en manque de connaissances. Donc ils posaient énormément de questions. Vous rentrez dans une classe, vous pouvez y passer une journée, parce que les questions viennent très très rapidement. Tout ça parce que cette génération d'enfants, ben déjà les parents n'ont pas connu cette période-là, n'ont pas connu forcément 74, donc ils ne peuvent pas leur expliquer. Et quand on leur demande, alors, est-ce que ton papy t'a parlé de la mine? Alors là, on a quelques bribes, oui, il nous en a parlé, mais c'est encore vague, quoi, hein. Voilà un petit peu le sens de notre association, c'est se souvenir, commémorer et transmettre. Voilà. Toujours est-il que les accusations ont fusé de toutes parts. Comme le disait M. Var il y a un instant, c'était la période où on faisait AUAU du carbone pour avoir davantage d'argent, parce que c'était la fête, et peut-être qu'on ne faisait pas suffisamment attention à la sécurité. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que lors des obsèques, de nombreuses personnalités internationales sont venues, parfaitement conscients que c'était un sujet très difficile que celui de l'extraction du charbon. Il y avait là des représentants des personnalités anglaises, allemandes, polonaises et même australiennes à l'époque. Il y avait des représentants des syndicats, des représentants du personnel, et avoir tout ce monde autour de la mairie de Liévin, on s'était dit que véritablement, d'une part, il y a la volonté de faire des progrès du point de vue économique, mais d'autre part, il n'y a peut-être pas suffisamment de maîtrise de la science pour aller chercher le charbon dans les meilleures conditions. Toujours est-il que si des mineurs sont morts au fond de la mine, d'autres sont morts par la suite par dépression nerveuse. Je pense en particulier à M. Coquidé, qui était l'ingénieur de ce siège et qui a été accusé d'avoir manqué peut-être à la sécurité, qui a été malade et qui est mort véritablement, disons, dans une dépression nerveuse. Je pense à d'autres cadres et je pense aussi même à certains mineurs qui avaient bien eu conscience qu'ils avaient peut-être avancé lorsqu'ils travaillaient par équipe. Il y a des équipes qui avançaient de 4 mètres, d'autres qui avançaient de 2 mètres, d'autres qui avançaient de 1 mètre, suivant les difficultés de la taille, mais il fallait avancer et peut-être qu'à certains moments, on négligeait un peu la sécurité. Mais jusque maintenant, aucune explication n'a encore été donnée sur ce coup de grisou. Vous imaginez qu'à la fin de chaque poste, le mineur avait une petite bandelette de papier où il était écrit par son responsable le nombre, enfin 1 mètre, 1 mètre 10, c'est ce qui constituait la fiche de paye pratiquement. Et certains mineurs ont tellement tiré un peu trop sur la machine, si je veux dire, qu'ils en sont morts très prématurément, quoi, hein. Moi j'ai connu des personnes qui, à 40 ans, malheureusement, parce que pendant 7-8 ans, pas plus, hein, c'était vraiment à fond. Je voudrais revenir également sur un terme que M. Hugo a employé. Moi j'ai surtout été surpris de la solidarité des mineurs, mais donc il y a la solidarité locale, je vais dire, hein, d'accord, Lens, Liévin et autres. Mais on est bien allé au-delà, c'était des mineurs de France, c'était des mineurs de l'étranger, de Belgique, se sont toujours manifestés d'une manière ou d'une autre, certains par leur présence le jour des obsèques, mais derrière il y avait un appui auprès de nos familles. Alors ça pouvait être un appui sous forme d'argent, d'envoyer des dons, ces choses-là, hein, bon, qui étaient ensuite partagées, mais il y avait aussi des courriers, des lettres très très émouvantes qui arrivaient à chacun, à chaque famille. Et ça,
Mais je crois que le mineur, en général, c'était une personne très très solidaire. Ils étaient très très solidaires, très liés entre eux. Très liés parce que je pense qu'il y avait le danger qui était toujours au-dessus de leur tête, qui arrivait là. Je crois que quand un mineur était blessé, sans parler d'une catastrophe, ça avait porté son copain derrière, il était là et ça le choquait énormément, quoi. Mais la solidarité est une chose, c'est un adjectif qui est très fort dans le régime minier, très fort chez les mineurs. Je crois que, je crois que c'était énorme. Concernant effectivement ce que disait M. Bois, je crois que cette catastrophe, on n'a jamais su les raisons exactes, comme bien souvent. Alors, je ne vais pas dire que c'était la fatalité, mais bon, il y a eu une conjonction d'éléments certainement qui ont fait que il y a eu ce fameux coup de grisou, quoi. Je pense que... Et je n'ai jamais voulu, en tant que président de l'association et puis de mes adhérents, remettre en route une procédure, remettre en route le procès, parce que bon, on pourrait toujours, mais bon, premièrement, il n'y a pas d'éléments nouveaux. Puis je crois que bon, ce serait inutile et c'est un peu ma façon de voir les choses. Je n'ai pas envie d'aller remuer des choses qui n'étaient pas très très gaies à l'époque.